Bonjour Eleanor, comment ça va? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc moi je suis Eleanor Cook, je suis traductrice indépendante et je travaille du français et de l'italien vers l'anglais. Donc je suis de langue maternelle anglaise, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie maintenant en France, près de Toulouse. Je suis venue quand j'avais 7 ans. Donc j'ai grandi dans le système bilingue un peu grâce à bon, les écoles de Airbus par exemple. Enfin, c'est vraiment le milieu où il y a beaucoup d'anglophones. Et après, j'ai fait mes études en France, en Angleterre, en Italie, donc j'ai bien bougé après, avant de revenir m'installer près de Toulouse, où j'ai travaillé en tant que traductrice et formatrice d'anglais. Et depuis 2022, je suis vraiment à mon compte en tant que traductrice indépendante, spécialisée dans le vin, la gastronomie, le luxe et le tourisme. C'est à cause de ton nom de famille que tu voulais aller en gastronomie? Non, en fait, bon, c'est juste par le plaisir de manger, de boire. Venir en France avec ma famille, on a vraiment toujours apprécié la vie ici, dont voilà le vin. Toute petite, j'ai fait des visites à des caves, des domaines, tout ça. Donc, j'ai été un peu bercée dans ce milieu depuis toute petite. C'est quoi de la traduction vinicole? Donc, c'est un domaine qui va être assez vaste en fait, parce que on va même parler du domaine vitivinicole, donc qui va prendre en compte la viticulture, donc la culture de la vigne, qui, enfin, a une relation avec l'agriculture et la géologie, enfin plein de choses. Et aussi donc la viniculture, donc vinification pour produire du vin. Et après l'œnologie, donc ça c'est lié à la dégustation, les aspects sensoriels du vin. Donc il y a vraiment toute cette palette de sous-domaines, si tu veux, dans le domaine du vin. Et pas que, parce qu'on a aussi, par exemple, les domaines un peu connectés, par exemple tonnellerie, cristallerie, enfin il y a plein de domaines un peu liés qui peuvent aller du plus technique au plus rédactionnel et créatif en fait. Je me spécialise plus dans le rédactionnel, donc vraiment dans le créatif, parce que, comme j'ai dit, je suis plus spécialisée dans le luxe, donc je peux peut-être traduire des choses sur le champagne ou le cognac, ou enfin décrire les vins de façon un peu créative et journalistique pour des magazines ou des articles, plutôt que le côté technique. Moi, c'est pas trop mon domaine, le scientifique, le technique, donc je suis plus du côté littéraire. Tu as parlé de sensoriel, mais comment on adapte ce vocabulaire-là, le goût, le toucher, je ne sais pas si c'est différent d'une langue à l'autre. Pour décrire le corps du vin ou les arômes. En français, je dirais que la façon de faire, c'est un peu plus poétique, voire un peu fleuri. Si on adapte ça un peu directement vers l'anglais, ça peut donner un effet un peu, ça fait un peu trop. Donc en fait, il faut essayer de garder l'esprit poétique et créatif d'une description. On va se servir de plusieurs références, de sources pour essayer d'avoir le bon teint. Quand on travaille avec deux langues différentes, voilà, évidemment, il faut apprendre la terminologie dans les deux langues. Donc, j'ai l'impression que la façon de faire dans les textes rédactionnels, l'italien et le français se ressemblent plus. Donc, là, on va avoir des belles descriptions très artistiques. Puis tu dis qu'il faut avoir le bon terme, mais on sait que le vin, ça fait des millénaires qu'il existe. Est-ce que la terminologie a changé? Oui, c'est sûr avec le temps, tout évolue. Donc, bon, il y a des choses qui restent, par exemple la terminologie de la dégustation, mais ça aussi, ça peut changer. Par exemple, actuellement, on voit des nouveautés aussi dans le monde du vin. Par exemple, ben, les vins qui sont appelés Nolo, donc c'est les vins qui sont désalcoolisés, soit totalement ou partiellement. Et là, peut-être on va avoir une nouvelle approche à la dégustation parce que
voilà, on va pas avoir le même produit qu'un vin classique. Donc, il faudra peut-être adapter la terminologie qu'on utilise. Et après, il y a toute une nouvelle terminologie liée au développement qui se font dans le secteur du vin, par exemple des cépages résistants pour faire face aux changements climatiques oui, enfin des nouvelles stratégies pour s'adapter en fait. Donc il y a toute une terminologie qui va évoluer avec ça. Et c'est vraiment ça le défi du domaine parce qu'il faut toujours faire de la veille, il faut toujours lire et comprendre les changements et les nouveautés. Est-ce que tu as des exemples de termes? On peut avoir plein de différentes façons de décrire le vin. En français, ça peut être enfin, bon, négatif ou positif, ou un peu entre les deux. Enfin, ça peut être agressif, astringent, souple, charpenté. Dans les descriptions, on fait souvent une personnification du vin, par exemple. On dit que le vin est fougueux ou tendu. Enfin, donc il y a plein de mots qui sont un peu, on dirait qu'on parle d'une personne presque. Donc c'est comment traduire ça en anglais, quels sont les termes qui sont utilisés souvent sans que ça devienne quelque chose d'un peu bizarre. Donc c'est un peu ça mon défi. J'ai traduit récemment un texte sur des vins qui datent du 19e siècle. Donc, c'était une dégustation de vins séculaires. Et donc, c'était vraiment un article qui s'adressait à des personnes qui s'y connaissaient en vin. Et on dit en français que le vin a de la mâche, par exemple. Donc, il faut mâcher le vin. Voilà, quand ça fait référence à la texture en bouche. Et, enfin, voilà, on a l'impression de mâcher, même si c'est liquide. Euh, et en anglais, on peut effectivement dire que le vin est chewy. Donc, ça vient du verbe chew. Et voilà, donc ça fait un adjectif un peu étrange, mais c'est vrai que c'est utilisé souvent dans des documents très spécialisés. Donc, mais voilà, enfin, il faut toujours vérifier, il faut toujours s'informer parce que toutes ces connaissances de termes, ça se développe petit à petit. Voilà, parce que c'est vraiment un domaine vaste et il y a plein de termes qui reviennent et qu'il faut adapter. Ouais, mais c'est super intéressant. Et c'est quoi le plus surprenant dans ce domaine-là? C'est le secteur qui m'a fait rencontrer le plus de monde et avoir le plus de rencontres, que ce soit voilà, des collègues pour co-animer des formations ou pour aller à des foires, des marchés, discuter un peu des produits des vignerons. Donc, voilà, ça permet aussi de mélanger ce côté social, parce que bon, en tant que traducteur, des fois on sort pas beaucoup, donc c'est vrai que le domaine, ça permet l'échange et la convivialité, et c'est un peu ça l'intérêt du vin aussi, je dirais. Et à qui ça s'adresse? Ça va vraiment dépendre du type de document, par exemple, ben, des fiches de dégustation qui vont être disponibles sur le site web d'un domaine. Peut-être ça va s'adapter à un public plus large parce que peut-être des particuliers veulent venir acheter ces vins-là. Euh, ou sinon, c'est des dossiers de presse faits par des domaines pour parler de la durabilité ou le packaging qui vont changer. Donc dans ce cas-là, ça sera un peu plus disponible à un public plus large. Il y aura beaucoup plus de complexité dans des critiques de vin, par exemple, que sur un menu de vin. Voilà. C'est aussi intéressant de traduire des articles bien spécialisés, des discussions entre sommeliers, chefs cuisiniers. J'ai un peu fait ça récemment et ça, c'est intéressant parce que on n'a pas besoin d'expliciter le vocabulaire du vin. On peut s'autoriser à utiliser un jargon parce qu'en fait, les gens qui vont lire ça, ils vont s'y connaître un minimum en vin. Et donc, on peut plus se concentrer sur cette communication de la créativité du texte d'origine. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez une part, les traducteurs, les traductrices, d'écrire comme aux jeunes? J'ai déjà assisté à des conférences de traduction et il y avait quelqu'un qui parlait oui, du langage de la génération Z.
C'est la génération qui boit moins d'alcool, donc qui préfère d'autres produits. Et s'ils aiment le vin, c'est moins le vin rouge et plus le vin blanc ou orange ou rosé, des choses, et les cocktails. Et donc, l'importance d'adapter sa traduction, donc même juste dans l'utilisation de la ponctuation ou mettre des majuscules, mais aussi le bon ton et utiliser des expressions qui sont pas un peu démodées et rester jeunes. Donc, pourquoi pas, si on traduit quelque chose sur un vin ou un cocktail, essayer de capter ce public plus jeune. Est-ce qu'il y a des contrats qui te donnent plus parce que c'est du vin plus cher ou c'est peu importe, tu vas gagner le même salaire? Ça va dépendre en fait le client surtout je pense parce que je travaille beaucoup avec par exemple des agences de traduction qui ont ponctuellement ou régulièrement des projets à me proposer dans le vin, mais aussi des agences de communication, de marketing qui sont spécialisées dans la gastronomie et le vin. Donc là, je vais peut-être gagner un peu plus. Et après, ben, évidemment, c'est super de trouver des clients directs dans le domaine parce que comme ça, ben, on peut gagner un peu plus. Et je sais pas après si ça dépend de la qualité du vin ou le prix du vin, mais c'est vrai que bon, les petits domaines, ils vont pas avoir le budget pour des traductions, mais peut-être des grosses maisons ou des acteurs moyens, ils vont avoir plus de moyens pour investir ça dans la traduction. Chardonnay, champagne, tous ces mots-là, pourquoi on les traduit pas? Ben, c'est des noms propres essentiellement. Ben, par exemple, Chardonnay, c'est le nom d'un cépage. Des fois, un même cépage, une même variété de raisin va être connu sous différents noms dans des différentes parties du monde. Par exemple, Syrah en France, on va l'appeler Shiraz en Australie. Mais en fait, c'est pas exactement la même chose parce que ça va avoir un peu des variations au niveau des arômes. Donc, voilà, il faut un peu savoir comment s'orienter dans ces nuances de langage. Et est-ce que tu as des ressources? Oui, ben, j'utilise beaucoup mes cahiers et mes manuels que j'ai de la formation de Wine and Spirits Education Trust à Londres. On peut les acheter d'ailleurs sans faire l'examen. Il y a aussi plusieurs dictionnaires qu'on peut acheter voilà, sous forme de livres, mais aussi qui sont disponibles en ligne. Après, bon, il y a vraiment des auteurs très célèbres dans le vin, par exemple Jancis Robinson, qui a écrit vraiment la Bible du vin, disponible en plusieurs langues d'ailleurs. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir des livres à feuilleter, mais c'est vrai que j'utilise souvent des sites web. Par exemple, il y a des blogs ou des revues qui sont spécialisées dans le vin. Et c'est là, en fait, qu'on va apprendre des petits changements, des nouveautés. C'est là que je vais peut-être plus faire des découvertes et aussi vérifier ma terminologie. Mais merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter de la traduction dans ce domaine avec toi. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Je suis sur LinkedIn. Je suis pas très réseaux sociaux, mais j'essaye de mettre à jour régulièrement quand il y a des nouveautés ou il y a une formation ou quelque chose que j'ai fait soit dans le domaine du vin ou aussi dans le luxe, par exemple. Je publie souvent des articles ou des choses sur ce domaine-là. Sinon, j'ai mon site web avec mon portfolio que je mets à jour assez régulièrement. Donc, mais sinon, c'est LinkedIn.